Il sait quand même plus avec le souci du respect des personnes que Cotta. Ainsi donc, le père Leb a été désapprouvé par ses supérieurs. Il s'en est ouvert aussitôt aux autorités romaines. Mais que fait Rome? Que dit Rome? À Rome, il y a Guillaume van Rossum, un cardinal chargé des missions. Et il y a le pape Benoît XV. Dans l'univers colonialiste de 1919, il rêve d'évêques chinois. Mais Rome se tait. Le père Cotta a été le premier à étudier la question d'une manière un peu plus approfondie de l'épiscopat et des raisons de son absence, en étant frappé par ce contraste qu'il voyait entre l'attitude romaine, qui depuis le XVIIe siècle demandait qu'on crée des évêques locaux, et l'attitude des missions sur place. Rome écoute. Rome se tait, mais pas longtemps. Un évêque français des missions étrangères de Paris, Monseigneur de Guébriant, est envoyé en Chine pour enquêter partout sur la situation. Mais Rome veut aller plus vite, et c'est une véritable bombe qui va exploser. Avant même le retour à Rome de Monseigneur de Guébriant, le pape Benoît XV publie une lettre universelle, une lettre encyclique, Maximum Illud, destinée aux missions. Il est regrettable que des contrées d'un haut degré de civilisation n'aient pu encore produire d'évêques pour les gouverner. Monseigneur de Guébriant, par souci d'apaisement, demande à Vincent Leb de quitter la Chine. Après 20 ans passés en Chine, Vincent Leb s'embarque pour l'Europe. Pour retrouver une autre Chine, celle des ouvriers chinois venus travailler dans l'industrie de guerre, mais aussi celle des étudiants. Un monde marqué par la misère, le nationalisme, la lutte anticléricale. Il y perçoit très vite qu'il y a un enjeu formidable, n'est-ce pas? Il y a eu le mouvement du 4 mai 1919 en Chine, à Pékin, ce mouvement dans lequel, pour la première fois, une opinion patriotique s'exprime devant ce que la Chine a dû concéder au Japon à la conférence de Versailles, à la conférence de la paix. Et donc, c'est le moment où se crée le Parti communiste en Chine, 1921, et où donc déjà un certain nombre d'étudiants chinois sont partis d'abord vers l'Angleterre, les États-Unis, et puis depuis 1906 vers la France, et ils y sont accueillis par les milieux radicaux, les milieux socialistes, les milieux anticléricaux, et le père Leb voit qu'il y a une véritable course de vitesse là qui s'amorce, si l'on veut qu'une élite chinoise, une partie au moins, soit chrétienne. Ces étudiants, c'était absolument tout pour lui, tout pour lui. De temps en temps, dans les grandes circonstances, il passait en coup de vent par Bruxelles, où j'habitais, où était mon papa. Alors, nous le savions quelquefois, non, nous ne le savions jamais à l'avance, nous le savions seulement parce que des étudiants chinois par 2, 3, 4, 5 rappliquaient. Alors on se dit, ah, si les étudiants chinois rappliquent, ça veut dire que mon oncle Frédé est en chemin, qu'on va l'attendre. Alors il avait un coup de sonnette spécial. Il sonnait toujours un seul Dieu en 3 personnes. Ding, 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 ding. Alors nous les enfants, on se précipitait à qui serait le premier, la première pour lui ouvrir la porte. Et il arrivait, il était tout petit, il était très petit, et menu, avec son grand chapeau de curé français, des souliers beaucoup trop grands pour lui. Et alors une lourde, comme vous saviez peut-être déjà, une énorme sacoche sur l'épaule. Il fallait être 2 d'entre nous pour porter sa sacoche avec tous ses papiers. Alors on lui enlevait vite son manteau, et immédiatement, mon premier devoir était sa pipe chinoise. Les premiers étudiants que Vincent Leb a pu réunir se constituent en association. Ils se donnent un drapeau. Ensuite, et cela c'est tout à fait Leb, un journal, tout entier fait à la main. Et, c'est encore Leb, un journal à la manière de Li Chepao, résolument chrétien et politique, qui se fait l'écho des événements majeurs qui surviennent en Chine. Suit alors un bulletin mensuel imprimé à Paris et à Louvain. La ville de Verviers aussi
s'intéressera au père Leb. Le curé Flumal avait invité un missionnaire à venir prendre la parole pour la première journée mondiale de prière pour les missions. Et c'est le père Leb qui avait été désigné pour cette prédication ici à Sainte-Julienne. Elle a eu lieu le 9 juillet 1922. C'était pour toutes les paroisses de la ville de Verviers. Et alors une petite anecdote très amusante, c'est que le père Leb a fait savoir au curé qu'il arriverait avec l'express de Paris à 3 heures du matin, mais qu'il ne fallait surtout pas aller le chercher à la gare, qu'il prendrait du travail avec lui et qu'il travaillerait à la gare en attendant que les portes de l'église soient ouvertes pour la première messe. Et alors l'abbé Bolland a fait ce petit commentaire à son curé: on nous envoie encore un original, il ne sait pas faire comme tout le monde, venir à des heures un peu plus raisonnables. Raisonnable. Leb ne l'était pas. Le vicaire Bolland ne l'était pas non plus. Sa maison, d'allure bourgeoise, n'avait pas de clé sur la porte et accueillait les jeunes jour et nuit. On les appelait les petits enragés, car avec le vicaire Bolland, ils osaient tout et pouvaient presque tout. Plusieurs de ces jeunes iront plus tard en Chine rejoindre Leb, et le vicaire Bolland ouvrira pour eux un séminaire. Lui aussi, il était attachant, il était gai, il y avait quelque chose de piquant dans tout ce qu'il disait là. Et il savait amuser les gens. Hein. C'était un plaisir que de l'avoir. Il ne plaisait pas à tout le monde. Hein. Il y en avait beaucoup qui se méfiaient de lui. Il n'était pas assez pieux, assez réservé. Il fumait comme un Turc. C'était tous ces jeunes vicaires qui faisaient vivre à ce moment-là des jeunes gens qui, sortant de la guerre, dans l'ivresse, il faut bien le dire un peu, de la victoire, hein, également au point de vue religieux, nous referons chrétiens nos frères, par Jésus-Christ nous le jurons. Hein, ce que la Joque chantait, nous le chantions. Hein, c'était en tout cas cette atmosphère-là. Et alors, ce que le père Leb a apporté avant tout, c'est d'écouter, ne restez pas dans votre petit groupe, hein, mais aidez-nous. Vous êtes de l'Église, vous êtes catholique, vous êtes universel, et surtout n'oubliez pas ce grand continent chinois, vous qui vivez dans votre petit groupe belge. Hein. N'oubliez pas ce grand continent chinois. Tel était partout, en effet, le message de Leb aux sympathisants qu'il suscita à Paris, Lyon et Lille, comme en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas et en Angleterre, en faveur des étudiants. À chacun d'entre eux, Vincent Leb devait assurer logement, école et subsistance. Beaucoup d'étudiants allaient, une fois retournés en Chine, y devenir des personnages influents. Nous voici revenus en Belgique, dans l'abbaye norbertine d'Averbode, un haut lieu du mouvement de conversion des étudiants chinois au christianisme. Leb y prêche de nombreuses retraites. Tous ne demandent pas le baptême, mais tous découvrent ou redécouvrent en Leb leur patrie. À Averbode ou ailleurs, 300 d'entre eux recevront le baptême au cours des 7 années où Leb se dépense pour eux jusqu'à la limite de ses forces. Le cardinal Mercier soutient activement l'œuvre du père Leb. Tous deux s'entretiennent aussi de la question des évêques chinois. Nous y reviendrons dans un instant. Le cardinal s'intéresse à la vie de la jeune action catholique, comme ici, au congrès d'Averbode, en 1924. L'abbaye de Lopem, près de Bruges. Elle aussi soutient l'association. C'est là que le premier ambassadeur de Chine auprès du Vatican viendra se retirer pour y devenir moine bénédictin. Claire Lynn, une disciple du père Leb, a rencontré pour nous le père Mao, ancien étudiant de Lyon. Le père Leb est dans le cœur des Chinois. Personne parmi les Chinois ne l'ignore, parce qu'il a vraiment aimé les Chinois. Il a aimé la Chine plus que beaucoup de Chinois eux-mêmes. Vincent Leb, bien sûr, ne vit que pour ses étudiants, mais son esprit aussi est à Rome. Là seulement peut être décidé son retour en Chine. Là surtout
sera tranchée la question de l'épiscopat chinois. Revenons à 1920. Leb a dit sa pensée aux autorités romaines. L'hiver, le long hiver de nos missions de Chine est passé. L'heure est venue de former l'Église nationale vivante, chair de la chair du peuple. Il a écrit également au cardinal Mercier. Il lui a demandé de le soutenir à Rome. Leb fait vraiment confiance au cardinal, dont il dira un jour: en voilà un qui ose se mêler de ce qui ne le regarde pas. Et de fait, le cardinal va trouver un moyen de le faire venir à Rome, ainsi que nous le raconte le cardinal Sunetz. Oui, ce qui m'a retenu de ça, c'est l'espèce de ruse de guerre employée pour que le père Leb aille à Rome. Soi-disant, le cardinal Mercier avait lui demandé de venir pour une consultation, comme ça, vis-à-vis de son supérieur. Il a dû dire, écoutez, je dois me rendre à Rome, puisqu'il avait défense d'y aller. Le cardinal Mercier me demande en consultation. Bon, c'est comme ça qu'il a réussi, donc, finalement, à se rendre à Rome. Et alors, Mercier, je crois, l'a introduit chez Van Rossum, et tout le reste a suivi. Alors là, c'est des petites choses, mais qui font de très grands effets. Et voici Vincent Leb à Rome, à l'insu de ses supérieurs. Il tient un journal au jour le jour. 20 décembre 1920. Accueil affectueux du cardinal Mercier. Le soir, il se rend chez le cardinal Van Rossum, qui lui dit: je vous remercie du fond du cœur de tout ce que vous avez fait, de ce que vous avez souffert, de votre obéissance religieuse. C'est elle qui a tout sauvé. Puis, le père Leb résume la conversation à propos des évêques chinois. Et le cardinal lui demande: avez-vous un crayon? Donnez-moi des noms. Et le père Leb donne quelques noms de prêtres chinois qu'il juge dignes de l'épiscopat. 8 jours plus tard, c'est le pape Benoît XV qui reçoit le père Leb. En sortant, je l'ai rencontré alors par hasard dans la rue, et on s'est arrêté, et il m'a lancé cette phrase à la tête, je ne l'oublierai jamais: le Saint-Esprit, je n'y crois plus. Alors j'ai eu un petit choc, mais connaissant le père Leb, je me dis, ça doit avoir son explication. Mais je n'y crois plus, je l'ai vu. Alors, il m'a dit quelque chose de très grand se prépare. Je crois que c'était le moment, parce qu'il devait rester encore discret. Tout ça était à ce moment-là sous le secret, je crois, du Saint-Office. Mais enfin, on a deviné que le pape lui avait donné la chance de désigner lui-même les 5 premiers évêques chinois. Mais Rome, d'autre part, c'est une institution, et toute institution est dans une large mesure conservatrice. Une institution est soucieuse de durée. Tandis que Leb faisait beaucoup de provisoires. Il inventait constamment. Et donc à Rome, il y avait une certaine sensibilité aux exigences d'un renouveau missionnaire, venant de ce que Rome était plus dégagée des nationalismes que les missionnaires sur le terrain. Mais d'autre part, il y avait à Rome une grande